Et salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien les copains, bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur la vidéo, j'espère que vous passez actuellement une bonne semaine les amis, bienvenue sur la vidéo, vous avez compris, on est aujourd'hui ensemble pour voir, pour ceux que ça intéresse et surtout qui ne savent pas, comment monter son PC gamer ou sa config PC gamer de A à Z, en 10 étapes les plus rapides possibles. En gros, le but de cette vidéo, c'est d'être la plus objectif et la plus clean, je vais essayer de faire le plus objectif possible. Je vais aborder le sujet directement avec des plans d'ensemble, des plans d'illustration sur une config que j'ai monter, une config très haut de gamme. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse par rapport à la config, vous pouvez retrouver tous les liens en description si vous voulez vous faire la même config ou potentiellement presque la même. En tout cas, on est sur une config très haut de gamme. Là, vous allez être sur une config qui va vous permettre de jouer dans d'excellentes, très excellentes, hein. Là, c'est l'excellence même des conditions en Quad HD et de super bonnes conditions en 4K selon les jeux, mais en tout cas dans tous les cas vous êtes sur du très haut de gamme. Vous allez voir, de toute façon on verra ensemble très rapidement les composants que j'ai eu à mettre à l'intérieur. Donc voilà les copains, j'espère que la vidéo vous plaira, hein, vous aura plu, parce que j'allais dire ça mais en vérité on n'a même pas encore fini la vidéo que je suis déjà dans le turfu. Donc voilà, qu'elle vous plaira, si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu comme d'habitude. Merci encore à tous les soutiens que je vois à chaque fois en commentaire, ça me fait super plaisir de tous vous lire. Par exemple, la dernière vidéo, c'était un régal par rapport à l'intro sur la voisine qui fait du bruit, tout, c'était un régal. J'ai kiffé, j'étais dans le train, je lisais, j'avais presque envie d'acheter des pop-corn pour lire ça tranquillement. J'avais envie de leur dire éteignez les lumières, voilà, sortez. Et du coup, bah, merci encore aux personnes qui lâchent un petit commentaire, que ce soit pour rigoler ou que ce soit pour... voilà. Et si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à les poser en commentaire, il y a pas mal de personnes qui répondent, j'essaie aussi d'y répondre, mais en général, quand j'arrive pour répondre à un commentaire sur quelque chose, je vois qu'il y a déjà des gens qui ont répondu, donc merci à vous les copains de prendre le temps de répondre aux autres sur les questions techniques et les questions de choix de composants ou de choses comme ça. On va continuer, hein, les copains, je vais vous expliquer très rapidement le but et comment on va aborder le sujet de la vidéo. Alors attention, j'ai envie de faire un rototo là, je le sens. J'ai regardé le retour pour voir si c'était pas trop dégueulasse, si c'était appréciable, si je pouvais laisser ça à la vidéo, mais je vais le laisser dans tous les cas. On va voir ensemble les petits points, et le premier point le plus important pour moi avant de commencer la vidéo, c'est de vous expliquer que là vous êtes sur une vidéo, donc potentiellement vous êtes un nouveau viewer qui vient d'arriver ou quelqu'un qui est dans l'optique de justement monter sa config. Et donc cette vidéo peut t'aider. Et là, c'est là où, en général, on a tendance à paniquer. Moi, ça m'arrivait à l'époque, c'est que voilà, on a des composants, on arrive sur une vidéo tuto, c'est pas les mêmes composants, c'est pas les mêmes choses, c'est pas le même water cooling, d'autres utilisent des ventirades, etc., etc. Ça, c'est des précisions que je vous donnerai au fur et à mesure. Mais je tiens quand même à préciser une chose, c'est pas de panique, les amis. Il n'y aura aucun souci. Cette vidéo vous servira quand même, malgré le fait que vous ayez des composants différents. Parce que il faut savoir une chose, dans votre config que vous allez monter, c'est que la ligne directrice, ça suit le même chemin. Tous les chemins mènent à Rome. Je recommence ou pas? Ah, ça fait 10 fois que j'ai recommencé déjà, c'est bon, j'arrête. Je recommence plus. Là, allez-y, défoulez-vous, lâchez-vous. Donc je vous disais, voilà, vous n'avez pas paniqué, tous les trucs vont correspondre plus ou moins à ce que je vais vous montrer, malgré le fait que ce soit des composants différents. Et de toute façon, quand il y a des détails précis sur certains points, je vous les donnerai pour que, voilà, vous ayez toutes les informations. Grosso modo, quand je dis les composants, on va parler très rapidement, donc par exemple du choix de processeur. Voilà. Si vous avez pris un Intel, voilà, moi j'ai pris un Intel aussi. Eh bah ouais, on est des amis. Si vous avez pris un AMD, c'est pas le cas dans la vidéo. Si vous avez pris un AMD version 3000, 4000, 5000, voilà, donc tout ça, je vais vous expliquer très rapidement après. Par contre, il y a des choses sur lesquelles on va toujours être d'accord, c'est les choses les plus importantes. Et c'est ça qui va vous concerner vous. C'est les choses les plus importantes. C'est-à-dire comment installer son processeur dans le bon sens, comment mettre ses RAM, à quel slot si jamais vous en mettez que 2, les SSD, les petits points à retenir lors de l'installation des SSD, les petits tips par rapport au montage total dans un précisément sur lequel je viendrai justement juste après. Ce genre de petites choses, et puis le reste, bah, effectivement, si jamais par exemple vous avez pris un water cooling différent du mien, bah forcément, bah, voilà, vous allez avoir un montage différent et des water cooling plus faciles que d'autres à monter, des ventirades c'est pareil, plus facile que d'autres à mettre en place. Donc tout ça fera que potentiellement vous aurez besoin éventuellement d'aller chercher, comme je le faisais à l'époque moi aussi, genre le montage ou l'unboxing d'un water cooling précisément pour qu'il vous montre comment l'installer si jamais vous avez des doutes. De toute façon, ne vous inquiétez pas, il y a une chose à savoir aussi, c'est que si vous référez pardon, ah, j'en ai ras le cul, non mais à un moment donné, il faut vraiment faire des efforts. Donc voilà, si vous vous référez aux différentes notices que vous avez pour les water cooling, la carte mère, etc., vous avez aucun risque. Deuxième chose à savoir, c'est que si jamais vous faites une erreur lors du montage, lors des branchements, etc., le PC ne démarre pas. Donc il n'y a pas de risque, ne paniquez pas, vous allez juste devoir trouver où est le bug, si ce n'est pas un bug matériel, c'est-à-dire, comment dire, un composant, c'est-à-dire vous n'avez pas un composant qui est claqué ou quelque chose comme ça, ce qui est quasiment, enfin souvent très très rare à ce que ça arrive, et ben normalement c'est un petit problème de branchement, mais on verra ça par la suite. On va commencer par voir ensemble les petits composants, comme je vous l'ai dit, pour que vous ayez un peu une idée de ce que j'ai utilisé dans cette config qui est extrêmement stylée. Enfin, je vous l'avoue, franchement c'est une des meilleures configs que j'ai montées, déjà elle est super belle. Il y a pas mal de Corsair dedans si vous voulez savoir, franchement. J'ai beaucoup travaillé avec Corsair.
Et je tiens à préciser qu'il n'y a eu aucune sponsor ou autre dans la vidéo, hein. Ça c'est vraiment un pote à moi qui a acheté la config, je lui ai conseillé, il avait un budget assez conséquent, hein. Il s'est fait plaisir le copain, il s'est fait plaisir, il passait de PlayStation je crois ou de console à un PC, il n'a pas blagué. Il est, tu vois, genre, il y a des gens qui apprennent à faire du vélo, et puis après un peu plus de par exemple une petite bécane, puis après ils passent sur un scooter, et puis après sur un 125, et ils montent jusqu'à ce qu'ils deviennent des motards confirmés. Bah lui, il est monté directement sur une grosse bécane. D'ailleurs, j'ai même pas les termes, tellement que j'ai zéro connaissance en moto. Bah, une grosse bécane, quoi. Et on commence donc par la carte mère, une carte mère très haut de gamme, les copains. Une carte mère de chez Asus ROG, la Asus ROG Strix Z790H Gaming Wi-Fi. Là, on est sur un socket LGA 1700. Pour ceux qui veulent avoir plus de détails sur les sockets, quel processeur choisir par rapport à la carte mère, quelle carte mère choisir par rapport au processeur, il y a 2 vidéos que vous retrouvez en description. Ça peut potentiellement vous aider si jamais vous avez encore ce projet en tête, mais vous n'êtes pas encore lancé sur l'achat de vos composants. Donc voilà, on est sur une très grosse carte mère ici, en DDR5, voilà, sur du très haut de gamme. Elle vous coûtera 325 € actuellement sur Amazon, c'est pas donné. Pour le processeur, on a pris un Intel Core i7 13700 KF. Pareil, un processeur très haut de gamme, voilà. Pas le plus haut de gamme, mais il fait partie des hauts de gamme, on peut le dire. 449 € le processeur. Là, voilà, on est sur un processeur qui va être ultra polyvalent, hein, ultra à l'aise dans le gaming, il n'y aura aucun problème. Pareil pour le montage, vidéo, tout ce qui est gaming et streaming en simultané, il n'y aura aucun souci avec ça. Vous allez être ultra à l'aise. D'ailleurs, vous pouvez même downgrade et passer sur un 13600K, il n'y a pas de souci. Donc là, vraiment, il s'est fait plaisir, comme je vous l'ai dit, hein. Il va être refroidi par un Corsair H150i Elite LCD XT, hein, water cooling, en 360, vous l'avez compris, donc 3 ventilateurs avec des AF120 de chez Corsair, avec un écran LCD, hein, donc super joli dans un boîtier, à 344 €. Pareil, c'est pas donné, mais ça refroidit super bien et surtout ça fait super joli. C'est ça le truc. Donc on a essayé aussi d'optimiser une chose, c'est que on est parti sur quasiment la même marque, beaucoup de Corsair, parce qu'on voulait créer une sorte d'écosystème, que tout soit reconnu assez rapidement, assez facilement sur le même logiciel, donc iCUE. En plus de ça, il s'est pris un kit de Nanolith et des Philips Hue. Pour les barrettes RAM, on est sur des barrettes RAM de chez Corsair aussi. On est sur les Corsair Vengeance RGB en DDR5, un kit de 2x16, donc au total 32 Go, cadencé à 3200 MHz en CL34. Voilà. 180 € pour le duo. Et voilà, donc c'est un bon billet, mais là vous êtes quand même sur du haut de gamme aussi en termes de RAM DDR5. Pour les SSD classiques, on a pris des Crucial P5+, hein, on est quand même sur les gros Crucial là ici. On est sur les gros cruciaux, parce qu'il faut quand même accorder les choses. Donc voilà, on est sur 2 Tera au total, 2 SSD, de 1 Tera chacun. Ça fera largement l'affaire, hein. Avec ça, vous pouvez même partir sur un peu moins si jamais vous avez envie de faire la même config, mais on va dire, vous n'avez pas le même budget. Voilà, ça peut se comprendre totalement. La carte graphique, c'est quelque chose aussi qui est très intéressant. On est parti sur la Sapphire de chez AMD, la Radeon RX 7900 XTX. Au-dessus, il y a le plafond. Pour ceux qui connaissent les références, attention, dites rien sur les commentaires parce que j'ai pas envie d'avoir des problèmes. Non, mais vous savez très bien. Donc voilà. Donc là, vraiment, vous êtes sur du très très lourd. Alors celle-là, elle coûte actuellement 1283 €. Et en plus de ça, c'est une carte graphique qui est super jolie. Extrêmement, extrêmement jolie. Pour moi, c'est l'une des plus belles cartes graphiques parce qu'elle est ultra sobre, très épurée. Et en plus, elle a un gros liseré RGB qui est en façade. Vraiment, c'est une excellente carte graphique. On va venir le poser le tout dans un Corsair en termes de boîtier, j'ai inversé les mots, mais voilà, Corsair iCUE 5000D Airflow en couleur black, très beau, très beau. Moi j'ai le même mais en blanc, et franchement quand j'ai monté la config sur dans le boîtier couleur noire, je me suis même tâté 2 secondes à me dire vas-y pourquoi pas changer aussi et passer sur un noir. Vraiment c'est très beau, c'est très classe, en fait c'est très classe. Franchement c'est un très beau boîtier. Là vous êtes déjà sur un boîtier équipé de 3 ventilateurs en façade, voilà, en RGB, le tout contrôlé à l'arrière par 3 hubs. Alors il y a 3 hubs, c'est très spécial. C'est là où, pareil, je viendrai vous donner quelques détails plus tard quand on parlera de ce moment-là. Ça veut dire que ça va venir changer selon la config que vous allez faire, hein, ce genre de situation. Est-ce que vous avez besoin d'un boîtier de contrôle de ventilateur à l'arrière selon les marques? D'autres ventilateurs vont venir se brancher en série, etc. Voilà, ça va changer selon les cas, surtout selon les marques. Et donc là, pour le coup, ici, chez Corsair, on a 3 boîtiers à l'arrière de contrôle. Mais qu'à cela ne tienne, j'adore ce terme, je vais le sortir de plus en plus. On a aussi un water cooling. Donc le water cooling de chez Corsair, lui, va nous proposer directement un boîtier de contrôle à l'arrière pour 6 ventilateurs. Pour le RGB et pour le contrôle de la vitesse de rotation, enfin du coup pour l'alimentation des ventilateurs. Pour alimenter tout ça, on va venir prendre une Corsair RM 850 watts, une 850X plus précisément, une full modulaire. Et pareil ici, il y aura des petites précisions, parce que si jamais vous passez sur une semi-modulaire ou non modulaire, voilà, il y aura quelques petits trucs, quelques petits points qui vont se différencier, mais rien d'énorme, hein, comparé
à ce qu'on peut avoir sur le choix du processeur ou autre. Là, c'est vraiment l'alimentation, c'est clairement une question de câble management. Un point, c'est tout. Voilà les copains pour les composants. Bah voilà, hein, vous avez la liste. Hein. Et on va commencer par l'étape numéro 1. L'étape numéro 1, c'est simple. Voilà. Rien à dire. L'étape numéro 1, ça va être venir préparer votre carte mère. Quelle que soit votre carte mère, vous allez avoir la même chose à faire. La carte mère, vous la déballez, vous la sortez. En général, les personnes vous disent ouais, il faut la poser sur du polystyrène, sur du plastique, sur évitant les charges statiques, patati, patata. Faut juste pas la poser sur une serviette mouillée en fait. Et encore, même ça, tu peux après la sécher et l'utiliser, il n'y aura aucun souci. Donc voilà, moi perso, ce que je fais, c'est que je la pose sur la boîte de base, hein, sur laquelle elle est envoyée, dans laquelle elle est envoyée, je la sors de son plastique et je la pose dessus et je travaille dessus. C'est ce que j'ai fait. Là, en l'occurrence, on va commencer donc par la première chose, c'est placer votre processeur sur votre carte mère. Et pour ça, je vais vous montrer les différents cas de figure. Si vous avez pris du AMD, Ryzen 3000, 4000, 5000, donc AM4, Ryzen 7000, donc AM5, ou alors des Intel. Voilà. C'est un petit détail, c'est une petite précision que je vous donne, qui est importante selon moi. Alors, si vous avez pris, comme moi, du Intel. Alors, Intel, c'est simple, faites bien attention quand même, dans tous les cas, Intel, AMD, lors de la manipulation, lorsque vous sortez le processeur de sa petite boîte, en général, c'est une petite boîte plastique hein, dans laquelle il est stocké. Si vous l'ouvrez un peu fort, donc c'est un petit détail que je vous donne, mais qui est important, parce que ça m'est déjà arrivé. Quand on force un petit peu et qu'on fait pas attention comment on la tient, tac, d'un coup elle s'ouvre et le processeur, frère, tu te retrouves à faire du jonglage comme ça, t'es en panique, tac, tac, t'attends que quelqu'un t'aide, mais il y a personne, frérot, donc t'es comme as, et après il tombe par terre. S'il tombe par terre, t'es dans la merde dans un cas de figure. Pas forcément le tout. Mais t'es dans la merde quand, par exemple, c'est du AMD, Ryzen 3000, 4000 et 5000. Pourquoi? Parce que les Ryzen, vous savez, hein, les Ryzen, voilà, je vais vous faire des dessins, les mecs, c'est simple. Et voilà, ici. Les Ryzen, voilà, vous avez votre processeur vu de côté. Sinon, vous pouvez le faire comme ça si vous voulez. Ouais, je peux vous faire de la perspective si vous voulez les refs. Ouais, y a pas de souci. Vous voulez que je le fasse bien? Ok, allez. Voilà, vous avez votre processeur, les mecs. Ah, mais je dessinais en CM2. Pendant... Merde, là, pour le coup, j'aurais dû fermer ma gueule parce que la perspective, elle est vraiment mauvaise. C'est plutôt, je dirais, un truc comme ça, plutôt. Ouais, un truc dans le genre. Bah là, on dirait un gâteau, mais c'est pas grave. Donc là, en dessous, les AMD 3000, 4000 et 5000, vous avez des petites dents, vous savez. Hein, vous avez des petites dents, plein de petites dents. Bon, elles sont pas comme ça, hein, elles sont là, elles sont déjà tordues. Mais c'est le cas, justement, où on imagine que tu l'as fait tomber. Si tu le fais tomber, bah t'es dans la merde. Alors sachez que c'est pas foutu. Parce que dans ce genre de cas de figure, il faut juste faire en sorte de les redresser bien droit. Et il n'y aura pas de problème. Par contre, s'ils sont cassés, ou que vous en cassez un lors de la tentative de redressement judiciaire, là, ça peut poser problème. Donc ça, c'est les AMD 3000, 4000 et 5000. Chose que vous n'avez pas sur les AMD Ryzen 7000. Donc les AM5. Les AM5 vont correspondre à la même façon de faire, plus ou moins, que les Intel. Donc on va en parler des deux d'une façon, d'un seul coup, enfin on va faire d'une pierre deux coups. Là vous avez votre processeur de chez Intel. De chez Intel, vous avez rien en dessous. Bon, je le dessine quand même, c'est juste pour le principe, pour le plaisir. Vous avez rien en dessous. Pareil, un petit gâteau au chocolat, une petite bougie ici. Là en dessous, vous avez rien, vous n'avez pas de dents. Les dents sont situées sur la carte mère, sur l'endroit où vous allez poser votre processeur. C'est des petites dents très fines, on va dire inversées. Il y en a certains qui vont à droite, d'autres qui vont à gauche, vous verrez de toute façon. Et ben c'est ces dents-là, si jamais vous les rayez comme ça, vous faites tomber par exemple votre tournevis dessus, vous ne faites pas attention, ça peut potentiellement créer une petit problème au niveau de votre carte mère, en tout cas au niveau de cet endroit où vous posez votre processeur. Donc ça c'est la première chose à savoir. Ça c'est le premier point. Vous allez donc poser votre processeur sur la carte mère et pour ce faire, c'est très simple. Sachez que sur votre processeur, vous avez un détrompeur. Alors lorsqu'on monte une config, il y a plein de détrompeurs un peu partout, hein, en général, selon les boîtiers, selon les trucs, etc. Mais sur le processeur, c'est toujours la même chose. Vous avez toujours un détrompeur. Un détrompeur, donc vous avez une petite pointe couleur un peu dorée comme ça qui va venir. Normalement, si vous regardez sur votre carte mère, vous avez la même chose, un petit triangle sur un des coins. En général, c'est toujours en bas à gauche. Voilà, sur du AMD, je crois que c'est en haut à gauche. Et voilà, vous suivez le truc, vous posez, et voilà, il n'y a que ça à faire. Vous le posez, et ça va très bien. Alors là où vous ne pouvez pas vous tromper, c'est qu'avec les Ryzen 3000, 4000 et 5000, c'est que si jamais vous ne le posez pas dans le bon sens, il ne rentrera pas. Les petites dents ne vont pas venir s'enclencher dans les trous de l'habitacle, de l'endroit où c'est situé le processeur. Par contre, si vous prenez les autres et qu'il n'y a pas de dents, hein, voilà, vous pouvez tout à fait faire l'erreur, inverser le truc, mais normalement, voilà, petit tips classique hein, sur tous les processeurs, ces derniers temps, en tout cas les Ryzen 7000, ce qui n'était pas le cas sur les 3000, 4000 et 5000, les Intel par exemple, et les nouveaux Ryzen, vous avez le nom du processeur qui est gravé dessus. Bah, sachez qu'il faut le mettre juste à l'endroit, quoi. En gros, il faut que le nom se lise comme quand vous lisez un livre. Si le nom il est inversé ou autre, c'est qu'il n'est pas bon. Voilà, c'est simple, c'est aussi simple que ça. Ça, c'est la première chose. Vous mettez votre processeur, vous venez le lock, c'est-à-dire vous venez le verrouiller avec le petit truc. N'hésitez pas à appuyer un petit peu, hein. En général, ça devient un peu plus dur à faire, donc si vous sentez que c'est dur, faut pas non plus forcer jusqu'à ce que vous le pétez, mais normalement, n'ayez pas peur. Si vous êtes sûr de l'avoir posé dans le bon sens, pour venir le verrouiller,
c'est un peu tendu, mais il ne faut pas avoir peur de venir le verrouiller à 100%. Ah oui, je ne l'avais pas dit, mais ça, c'était l'étape numéro 2. De toute façon, le chapitrage, vous l'avez vite compris. On passe donc à la partie numéro 3. La phase numéro 3, vous allez installer le reste sur votre carte mère, c'est-à-dire RAM, SSD. Pour les RAM, il va y avoir une petite explication. Vous avez 3 possibilités. Vous êtes parti sur une barrette de RAM, de 8 Go par exemple, ou de 16 Go. Là, pour le coup, si vous pensez partir sur 16 Go parce que vous allez avoir un potentiel plus élevé, etc., c'est pas forcément la meilleure idée parce que vous n'allez pas bénéficier du dual channel. Si vous partez sur une seule barrette de 8 parce que vous avez un petit budget, c'est une chose qui peut se comprendre. Si vous partez sur 2 barrettes, pardon, j'ai avalé ma salive de travers. Si vous partez sur 2 barrettes, là, voilà, il va falloir faire le choix de où vous allez les mettre sur les 4 sockets. Et là, pour le coup, c'est pareil, je vais vous faire un petit dessin. Pardon, excusez-moi, désolé, je viens de manger. Alors, vous avez votre carte mère et vous avez directement les 4 slots. Alors, les 4 slots, hop, bah celui-là, il est complètement cassé, frérot. Déjà, bon, qu'il est inutilisable. Celui-là, il est court sur pattes, c'est un slot nain. Oh, je peux pas l'accepter, celui-là. Je peux pas l'accepter. Je suis pas dessinateur sur PC. Alors, en général, sur toutes les cartes mères, en général, hein, je le vois de plus en plus. Avant, c'était pas le cas, mais maintenant, je le vois de plus en plus. Donc, on peut clairement presque généraliser. Vous avez l'information sur là où il faut mettre vos barrettes RAM si vous êtes sur 2 barrettes RAM pour bénéficier du dual channel. Ça, c'est l'idéal. Vous bénéficiez du dual channel, vous aurez plus de performance, etc. Vous exploitez mieux vos barrettes RAM. Et normalement, c'est écrit sur le côté, que ce soit ici, ici, en dessous, au-dessus. Ça dépendra des cartes mères, mais en tout cas, vous avez l'information. Vous avez, donc en général, c'est écrit un peu comme ça. Sur le côté, ouais, c'est chiant. A1, donc il vous montre, donc c'est celle-là, c'est A1. Après, c'est A2, voilà. Alors, c'est difficile d'écrire dans ce sens. B1 et B2. Alors, vous avez compris que A1, c'est ça. A2, c'est celui-là qui est pété. B1, c'est le court sur pattes, et B2, c'est celui-là. En général, vous devez utiliser soit le A1 et le B1, donc celui-là et celui-là, toujours laisser un espace, c'est très simple à retenir, ou alors le A2 et le B2. Voilà. Dans certains cas, il y a des cartes mères, en l'occurrence comme celle, en gros, que moi j'ai utilisée, il y a des indications qui vous montrent lequel passe en priorité, enfin sur quoi mettre vos 2 barrettes en priorité, et là, pour le coup, sur le schéma que je vous ai montré ici, vous pouvez le voir directement comme ça, ils vous font ça. Il vous montre directement c'est lesquels qu'il faut utiliser en premier lorsque vous avez 2 barrettes de RAM. Si ce n'est pas le cas, sachez qu'il faut juste utiliser soit le A1, B1, soit le A2, B2. Voilà, ça c'est pour les barrettes RAM si vous en prenez, si vous en prenez donc 2. Si vous en avez 4, eh ben, vous n'aurez pas ce problème. Petit détail, toujours prendre des barrettes, que ce soit pour double barrette ou 4, de même marque, de même modèle, de même latence et de même cadence. Voilà, la cadence cadencée à 3200, 3600, etc. Ça, c'est sûr, sinon, vous allez avoir des bugs, c'est certain. Et si jamais vous n'avez pas de dessin, comme je vous ai fait là, donc à côté de vos slots de RAM, vous allez vous référer à la notice de votre carte mère. Ils vous expliqueront directement où est-ce qu'il faudra mettre ça pour bénéficier du dual channel, etc. S'il y a comment dire, merde, putain, j'oublie des mots encore à chaque fois, bordel, exception. Une exception. Voilà, ils vous l'expliqueront directement. Donc je vous disais, voilà, pour installer vos barrettes, pareil, vous ouvrez votre petite boîte, vous faites attention, encore une fois, hein, ce genre de boîte comme ça, un peu en plastique, un peu imbriqué, quand vous la sortez, boum, ça a tendance à potentiellement genre éclater, enfin sauter d'un coup de vos mains. Faites attention, c'est là où je vous disais justement, un exemple concret, supposons que vous n'avez pas encore posé votre processeur et que vous faites d'abord vos RAM, vous faites ça, hop, il y a une RAM qui saute, elle tombe sur la carte mère, pile poil là où vous posez votre Intel, c'est là où ça peut un petit peu plier les trucs. Donc voilà, faites bien attention à ça. Voilà, vous avez choisi les 2 slots sur lesquels vous avez posé vos barrettes RAM. Vous avez donc 2 petits clips sur le dessus. En général, c'est au-dessus. Parfois, vous avez des cartes mères qui vous donnent 2 clips sur le haut et sur le bas. Donc vous les ouvrez et vous venez caler vos barrettes RAM. Faites bien attention, sur la barrette RAM, il y a un petit encoche. Donc bien faire en sorte qu'elle soit alignée avec celle du slot de la carte mère. De toute façon, vous le verrez directement, vous ne pouvez pas forcer. Si jamais vous l'avez inversé et que ce n'est pas dans le bon sens, vous le verrez, ça ne rentre pas. Donc n'hésitez pas, après avoir mis votre barrette dans le bon sens, à appuyer un tout petit peu. Petite technique, c'est que moi, ce que je fais, c'est que j'utilise mes 2 mains. Voilà, j'appuie comme ça, et en gros, je serre des 2 côtés, je la maintiens en fait comme une sorte d'attelle, votre barrette, parce que c'est vrai qu'on a vu pas mal de vidéos là-dessus, où les gens essaient de le faire qu'à une seule main, en envoyant une photo à leur copine ou un truc comme ça, et là, d'un coup, clac-clac, un petit mouvement, et ça fait péter le slot de la RAM, ou voire même la RAM elle-même. Donc ça, vous le faites vraiment à 2 mains, vous clipsez d'abord un endroit, puis l'autre, et ça passe nickel. Vous faites pareil pour la deuxième barrette RAM, et c'est fini. On va donc passer à la 4e étape. La 4e étape, c'est l'installation de vos SSD, de vos stockages, enfin de vos composants de stockage. Donc vous avez la possibilité d'avoir un disque dur, voilà, un truc à l'ancienne. Si vous faites ce choix, si vous êtes un grand malade, vous avez les SSD classiques sur lesquels il va y avoir
2 câbles SATA, un qui va aller vers l'alimentation, l'autre qui va venir à la carte mère pour qu'elle puisse voilà, reconnaître le truc, etc. Et le troisième, pardon, c'est le SSD NVMe 1.2, vous le connaissez. Alors moi je vous donne mon avis sur le sujet, si vous avez la possibilité de passer directement sur le NVMe, c'est beaucoup mieux. De toute façon, le prix entre le SSD classique et le SSD NVMe ne sont plus si énormes que ça. Et en plus de ça, vous bénéficiez d'un peu plus de confort à l'intérieur du boîtier. Ça veut dire que vous n'avez pas de câble avec le NVMe, il est simple à installer et potentiellement, si vous avez un NVMe par exemple avec un gros refroidisseur ou autre, ça peut faire un peu plus joli à l'intérieur. Alors que le SSD classique va venir se caler à l'intérieur ou au-dessus, enfin sous la carte graphique. Des fois il y a des boîtiers qui proposent des endroits pour visser les SSD, et en plus de ça vous allez avoir, comme je l'ai dit, 2 câbles qui vont venir faire chier, donc à prendre en compte en plus. Voilà, pour les SSD c'est très simple, vous voyez sur votre carte mère, vous avez des petits endroits comme on peut voir sur celle-là, et là ici il faudra venir dévisser, c'est très simple, et pour le coup la 4e étape est très simple, hein. Donc après avoir dévissé, vous sortez votre SSD en faisant attention aussi, et puis voilà, vous faites juste attention à un point, un détail très précis, c'est qu'il faudra retirer le petit plastique qui est en dessous de la plaque que vous avez dévissée pour venir caler votre SSD. En dessous de la plaque, vous avez en général, sur toutes les cartes mères qui proposent justement des plaques posées, parce qu'il y a d'autres cartes mères sur lesquelles on ne retrouve pas justement de plaques comme ça de refroidissement, hein, de dissipation de chaleur, on peut dire, un peu comme des VRM, sur les SSD, il y en a d'autres qui ne le font pas. Donc vous avez directement votre SSD à l'air libre. Pourquoi pas? Il n'y a pas de souci non plus hein, là-dessus, ça c'est clair et net, c'est juste que c'est plus joli d'en avoir une, et quand il y en a, en général, vous avez de la pâte thermique en dessous, enfin une sorte de chewing-gum, voilà, thermique qui va venir dissiper la chaleur. Il faudra penser à enlever le petit plastique dessus, absolument. Voilà. Et dans d'autres cas, comme sur la carte mère que j'utilise, la Z790 ici, on a en plus de ça en dessous un autre dissipateur de chaleur qui a lui aussi une sorte de petit plastique à retirer. Donc faites bien attention à ça, à le retirer, c'est très important. Et puis après, vous venez enclencher votre SSD. Pour enclencher votre SSD, c'est très simple. C'est un peu comme les barrettes RAM. Vous avez une petite encoche et l'endroit où vous allez le coller, vous avez aussi une encoche à faire correspondre avec celle du SSD. Si vous vous posez la question, sachez qu'en général, le SSD, quand vous allez le poser, vous avez toujours la marque du SSD qui va être lisible. Ça, si jamais vous avez un doute. Voilà, c'est toujours le cas, vous avez toujours le nom, etc. À l'arrière, vous avez le numéro de série et toutes les conneries. Et ben, c'est que c'est pas dans le bon sens. Si vous avez la marque, etc., c'est que c'est dans le bon sens. Il n'y a pas de souci là-dessus. 2 possibilités aussi, pareil, selon la carte mère que vous avez choisie. Vous avez des loquets qui vous permettent, après avoir posé votre SSD, de le lock, donc de le verrouiller avec un petit loquet comme on peut voir ici, un petit loquet que vous allez pousser, il tourne tout simplement, il fait une petite rotation et il vient bloquer le SSD. Si ce n'est pas le cas, vous avez toujours une petite vis avec votre SSD fourni quand vous l'achetez, vous viendrez la visser sur l'endroit justement prévu pour cet effet, hein, on peut dire ça comme ça. Voilà pour la 4e étape, très simple, efficace, net et rapide. Donc vous mettez le nombre de SSD que vous avez, si vous en avez un, vous en mettez un, et puis vous aurez de toute façon de la place pour les futurs SSD que vous pourrez potentiellement ajouter. On passe à l'étape numéro 5, et l'étape numéro 5, c'est une étape qui va quand même prendre pas mal de temps dans l'explication, parce que je voudrais vous donner un max de détails. Première chose à savoir sur l'étape numéro 5, c'est que c'est une étape qui est, selon moi, très souvent oubliée ou mise de côté ou laissée à la fin. Parce que on se dit, de toute façon, c'est ça, en fait, on va pas le faire tout de suite, c'est l'alimentation. La mise en place de l'alimentation dans le boîtier, etc. En général, les gens font la carte mère, mettent les trucs dessus, mettent la carte mère dans le boîtier, la vis, etc. Mettent le water cooling et le ventirad, potentiellement ajoutent les ventilateurs, et après ils se disent, bon, let's go, on va brancher tout ça. Et en fait, quand tu vas mettre ton alimentation dans le boîtier, mon ref, tu vas te rendre compte que dans certains boîtiers, donc les boîtiers les plus courants, les moins chers, ou même qui sont à des prix moyens, de taille moyenne ou autre, il faut vraiment avoir un big boîtier pour pas avoir ce genre de problème. En général, vous allez vous retrouver très vite avec des problèmes d'espace. Ça veut dire que dès que vous allez passer vos câbles d'alimentation après avoir posé votre carte mère, etc., vous allez vous retrouver dans des endroits, par exemple pour brancher donc les câbles du processeur au-dessus, en haut à gauche de la carte mère, c'est très petit. Hein. C'est très petit, si tu as des grosses mains, frérot, c'est mort. Donc tu te retrouves parfois, moi ça m'est déjà arrivé, à mettre par exemple un ventirad, et puis après à vouloir brancher ton CPU, c'est trop tard, il va falloir que tu enlèves le ventirad, parce que c'est impossible d'accéder avec tes mains et brancher le truc, sachant que des fois il faut tordre un petit peu les câbles et tout, enfin bref, c'est insupportable. Et donc moi ce passage-là, en général, me fait perdre beaucoup de temps. Par exemple, souvent, j'enlève certains composants, j'enlève les ventilateurs, j'enlève le bloc du water cooling au-dessus parce que j'ai oublié de brancher, etc. Ça me fait perdre du temps. Donc pensez tout de suite, après avoir préparé votre carte mère, à la mettre de côté, ne pas forcément la mettre dans le boîtier tout de suite, et à préparer le terrain sur lequel elle va venir s'installer tranquillement, c'est-à-dire le boîtier plus l'alimentation. Donc là, vous allez prendre votre boîtier, vous allez prendre votre alimentation. L'alimentation, encore une fois, c'est là où ça va venir faire une différence selon le choix que vous avez fait, que vous avez acheté. Nous, on est sur une alimentation de chez Corsair 850X, une RM 850X, full modulaire. Donc full modulaire, on a le confort de pouvoir choisir quel câble on va utiliser si d'ores et déjà on sait quels composants
va nécessiter quoi en termes d'alimentation? Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à brancher la totalité, si jamais, hein, si jamais. Et puis après, vous enlevez potentiellement ce qui ne vous intéresse pas. Ça, c'est un cas aussi secondaire que vous pouvez faire. Mais si vous savez déjà qu'est-ce que vous allez nécessiter comme alimentation, par exemple parce que vous savez que le water cooling va nécessiter une prise SATA, que le boîtier de contrôle de tous les ventilateurs RGB nécessite une prise SATA, ben voilà, vous savez qu'il vous faudra un câble SATA, voire deux, etc. Le reste, c'est toujours la même chose sur les modulaires, semi-modulaires, et pareil, sur les non modulaires, ça sera toujours la même chose. Vous avez un câble CPU, voire deux câbles CPU, si par exemple vous avez pris une très grosse alimentation, parce qu'on estime qu'avec la très grosse alimentation, vous allez pouvoir potentiellement overclocker. Donc vous avez aussi un deuxième câble CPU. Vous avez deux câbles PCIe pour la carte graphique. Vous avez le câble qui va aller à la carte mère. Et puis, c'est tout. Bon, des fois, vous avez aussi des alimentations avec des prises Molex, mais c'est amené à disparaître. Ça disparaît de plus en plus. On en retrouve. En tout cas, moi, j'en vois plus beaucoup. Après donc avoir mis les câbles sur l'alimentation, si c'est une modulaire comme la mienne, eh ben, vous allez venir la fixer dans le boîtier. Vous avez deux possibilités. Moi, souvent, je fais ça quand j'ai un doute sur la possibilité d'ajouter potentiellement un autre câble plus tard que j'ai choisi de ne pas mettre. Bah, en général, je la visse qu'une seule fois, juste pour pas qu'elle bouge avec une seule vis, et puis après, comme ça, si jamais j'ai besoin d'en acheter un autre, j'en dévisse une, voilà, je la tourne, je mets le câble, et puis on n'en parle plus. Mais si vous êtes certain, vous pouvez la visser directement dans le boîtier, elle ne bouge plus. Après, ce que vous êtes amené à faire, c'est que vous allez dispatcher à l'arrière. C'est là où je vous dis, cette étape, elle est importante pour moi, il ne faut pas la faire à la fin ou presque à la fin, parce que vous allez forcément rencontrer des problèmes d'espace, à pouvoir passer les câbles, etc. Et c'est relou. Le plus relou en général, c'est la partie du processeur, parce que sur les boîtiers, vous allez vous retrouver avec un espace très restreint. La plupart des boîtiers, comme je vous le disais, je vous fais encore une fois un petit dessin, vous avez votre carte mère, et vous avez donc, voilà, vous avez votre boîtier. Il est comme ça, vous le voyez sur la façade. Alors, ça, c'est le boîtier. Ici, bim, vous avez... vous voulez que je vous fasse en truc? Ok, pas de problème. Je vous le fais aussi en perspective. Il n'y a pas de souci, mon ref. Pas de souci. On peut le faire en perspective. Hop. Voilà. Bon, il est un peu tordu, mais le livreur, quand il a livré, il l'a jeté par terre. Alors, les trous que vous avez, hein, vous le savez, vous avez des trous ici. Parce qu'ils vont venir, hop, alimenter votre carte mère, enfin le processeur. En tout cas, vous avez parfois des trous ici. Voilà. Ça dépendra du boîtier. Le nombre de trous, voilà, peut dépendre du boîtier. Mais en tout cas, vous avez des trous ici. Ici, ça va être l'endroit où on va venir brancher le processeur. Donc, vous faites, là, en imaginant qu'il n'y a pas encore votre carte mère. Donc, vous avez votre alimentation dans le boîtier. Vous faites sortir vos câbles qui sont destinés au CPU par le dessus. Vous faites sortir les câbles qui sont destinés à la carte mère par l'endroit justement ici. Parfois, il y a des petits trous, en général. Tout le temps, en fait, hein, faut dire le... Enfin, voilà, c'est vraiment pas... Il n'y a pas de boîtier où il n'y a pas de trou ici. Sinon, c'est pas un boîtier de PC. Sinon, c'est un boîtier, c'est un mec qui l'a vendu, il l'a fait tout seul à la maison. C'est un DIY. Donc voilà, vous avez un trou ici, pareil, pour venir alimenter la carte mère. Potentiellement, utiliser les câbles du boîtier qui sont reliés aux boutons, aux prises USB que vous avez en façade. Donc, vous avez plein de câbles ici. Hein, donc, pareil, vous les faites passer à l'arrière, vous les faites sortir par là. Et vous avez aussi des trous ici. Alors, c'est là que je vais vous donner quelques détails. Bon, parfois, sur certains boîtiers, vous avez un trou ici aussi, pour alimenter directement la carte graphique, sans que vous ayez à tirer le câble de ce côté-là, le ramener et toutes les conneries qui vont avec. Mais bon, ça, c'est vraiment rare selon les boîtiers, etc. Vous avez donc ce cas de figure. Là, vous n'avez pas encore installé votre carte mère. Vous sortez donc vos câbles on va les changer, on va changer de couleur. Vous sortez donc vos câbles du processeur. Vous les mettez ici. Hein, voilà, ils sont là, ils attendent. Et là, on va faire un petit détail. Enfin, je vais vous donner un petit détail justement sur ce point-là. Vous mettez donc votre câble de la carte mère qui va sortir par là. Vous le préparez. Et potentiellement, les câbles du boîtier. Les câbles du boîtier, pareil, je vous donnerai un détail juste après ceux du processeur. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que selon la carte mère que vous avez pris, vous allez avoir un nombre de prises. Désolé, je suis vraiment dégueulasse. Un nombre de prises selon donc la carte mère par rapport au processeur. Donc sur le haut de votre carte mère, voilà, vous avez le carte mère comme ça. Sur le haut de votre carte mère, vous allez avoir donc un emplacement pour venir brancher la prise pour le processeur. En général, sur les cartes mères moyenne gamme, bas de gamme, etc., qui ne nécessitent pas une grosse puissance ou qui ne peuvent pas prendre des gros processeurs ou autres, vous avez ça. Vous avez 8 pins. Voilà, et ça suffit. Sur d'autres cartes mères, vous en avez 8 plus 4. Ça, c'est quand parfois vous avez envie, par exemple, d'overclocker. Voilà. Mais sachez que dans tous les cas, 8 pins suffisent largement. Et dans d'autres cas de carte mère, vous avez, comme celle que nous on a pris, là, la Z790, vous avez aussi un deuxième ici. 8 pins. Voilà. Et là où en fait on peut bégayer, tu vois. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. C'est que sur les alimentations, vous avez toujours des câbles dans ce délire-là. C'est que vous avez par exemple 2 câbles. Alors, imaginons que vous êtes dans le... Voilà, il faut qu'on mette un petit peu la situation en place. Imaginons que vous êtes dans la situation comme ça. Vous avez un 8 plus 4. Quand vous avez un 8 plus 8, c'est simple. Hein. Vous mettez les 2 processeurs, vous les branchez, 2 CPU, vous venez, vous les mettez, on n'en parle plus. Quand vous êtes sur un cas
de 8 plus 4. Là où vous allez bégayer, c'est que les câbles fournis avec l'alimentation, c'est 8. Voilà, c'est un câble que vous allez brancher au bout. Il y a 8, vous le mettez ici. Et puis il y en a un autre, et il y en a 8 aussi dessus. Si vous ne faites pas attention à ça, vous allez vous dire, putain, mais il est où le câble où il y en a 4? Sauf qu'il n'y en a pas. En gros, je vous explique. Vous voyez, je vais essayer de vous faire pareil en perspective. Hop, comment ça se présente? Voilà, avec la petite encoche ici, là, comme ça. Vous avez votre câble ici. Voilà, il est comme ça. Et vous avez... Il est comme ça. Donc celui-là va venir se caler à l'intérieur, le premier. Le deuxième, qui est aussi constitué de 8, vous vous dites, putain, mais il y en a 4 ici, comment je fais? Et ben, en fait, si vous ne faites pas attention, c'est vrai que ce n'est pas visible comme ça directement, en tout cas sur les alimentations que moi j'ai utilisées, en fait, il est divisable, d'accord? Il est divisable en deux. Ici, il y a un petit endroit comme ça, et vous le voyez, en fait, vous n'hésitez pas à tirer, et il se coupe en deux. Il se coupe en deux, ici, tac, tac, comme ça, et ça vous fait donc une partie de 4 et une autre partie de 4. Et puis là, pour le coup, vous allez pouvoir le brancher. Et sachez encore une fois que vous n'avez pas forcément besoin. Si vous ne comptez pas faire d'overclocking, des trucs comme ça, vous pouvez très bien, tout à fait, utiliser juste la prise 8 pins. Voilà. Mais ça, c'est un truc qu'il faut savoir. Parce que sinon, je vous jure, moi, plusieurs fois que ça m'est arrivé et que je ne savais pas, j'ai dû chercher un petit peu, je me disais, putain, mais il n'y a pas de câble 4. Il n'y a pas de 4. Comment je fais? Ils ont oublié un câble, l'alimentation, elle est défectueuse. Voilà, tout va. Je rentre en Algérie. Je quitte la France. Je quitte le monde. Voilà. C'est... Donc ça, c'est un petit truc à savoir lorsque vous allez faire passer vos câbles ici et que vous installez votre carte mère. Voilà, vous le savez maintenant. Donc vous avez 2, voire 1 câble à utiliser pour le processeur, le câble de la carte mère et, comme je vous le disais, les câbles du boîtier. Les câbles de boîtier, ils vont être constitués de plusieurs câbles en général. Vous avez le câble type C, donc qui va nécessiter une carte mère compatible, avec un branchement compatible pour pouvoir utiliser le USB type C sur votre boîtier. Vous avez un câble, le HD audio, qu'on va venir en général sur toutes les cartes mères, va venir se brancher en bas à gauche, hein, donc sur une prise qui s'appellera HD audio ou alors AAFP. Voilà, vous le savez, c'est toujours ça. Vous avez la prise USB qui, pareil, viendra donc relier les prises USB en façade ici de votre boîtier à la carte mère. Et en général, cette petite connectique va se trouver sur la carte mère juste à côté donc, de l'alimentation. Ici, vous avez l'alimentation de la carte mère, vous l'avez juste à côté. Voilà, c'est un truc que vous ne pouvez pas le rater. Pareil, avec une petite encoche, faire correspondre l'encoche à l'endroit et ça glisse nickel. Et là où ça va venir se corser, c'est potentiellement, hein, c'est là où en général on fait des erreurs. En tout cas, tous les bugs que moi j'ai eu à l'époque quand mes PC démarraient pas, c'était à ce niveau-là. C'est que vous avez les boîtiers les câbles de contrôle du boîtier qui vont aller se brancher à la carte mère. Et c'est toujours à ce niveau-là de la carte mère. Voilà, là je vous le fais comme ça, vous le savez. Donc c'est des petits câbles, hein, voilà, ils sont en général 4 voire 3. Vous avez le Power LED plus, Power LED moins. Vous avez le HDD plus, ça c'était à l'époque quand on avait des disques durs et qu'on avait une petite LED qui clignote pour dire que le disque dur tourne. Maintenant on en a de moins en moins. Vous avez le câble Power, PWR, et vous avez le câble Reset. Alors pour cette partie, à force de faire des configs, vous n'allez plus avoir de soucis. Mais dans un premier temps, 1 à 2 configs, vous pouvez faire l'erreur. Surtout que d'un boîtier à un autre, voilà. Certains vont par exemple comme NZXT qui ont une excellente idée. Hein, l'excellente idée, je pense que c'est plus les mêmes, enfin c'est plus les seuls maintenant, il y en a d'autres qui l'ont fait. Mais de faire, au lieu de faire 4 câbles à tout petit comme ça, ils ont fait un bloc. Voilà. Un bloc qui vient se caler directement sur là où... sur les pins, voilà, direct, vous avez juste à le caler en fait, c'est tout, dans le bon sens, et c'est parfait, tout vient correspondre. C'est pas le cas sur tous les boîtiers, donc en général, comme je vous dis, vous avez 3 à 4 câbles, il faudra faire en sorte de les brancher au bon endroit. Si vous regardez bien au fond, donc sur la carte mère, à l'endroit où vous allez devoir les brancher, vous avez les détails. Bon, il faudra un petit peu avoir un zoom dans les yeux pour pouvoir lire concrètement ce qui est écrit, ou alors un petit coup de lumière. Si c'est pas possible, vous prenez aussi donc le manuel de votre carte mère pour voir exactement où il faudra mettre le Power LED+, Power LED-, le PWR, donc le Power hein, pour activer, et le Reset, voire le HDD si vous êtes un peu à l'ancienne. Donc là, normalement, voilà, c'est le seul moment où vous allez potentiellement faire une erreur, et si vous faites une erreur, de toute façon, votre boîtier ne démarre pas. Si jamais votre boîtier, enfin votre PC ne démarre pas, pensez à regarder directement ici dans un premier temps avant d'aller chercher d'autres bugs. Je vous fais un petit dessin pareil encore une fois pour vous expliquer très rapidement ce que vous pouvez faire avec les 3 câbles, en estimant qu'on a un câble. En général, les câbles Power LED, ils sont comme ça, ils sont divisés en 2, Power LED+, Power LED-, c'est écrit derrière, Power LED+, Power LED-. On va dire là c'est le moins, ça c'est le plus. Vous avez un autre câble, c'est le PWR, là, ou PRW, je sais plus, donc Power, celui-là, on va dire le Power, et vous en avez un autre qui va être le Reset, voilà, pour reset votre PC. Sur le Power LED+, Power LED-, vous le savez, vous avez plus et moins. Sur la partie en bas de la carte mère, vous lisez Power LED+, et Power LED-, donc vous mettez le plus sur le plus et le moins sur le moins.
Alors sur le câble reset, on va venir mettre un petit R aussi parce que j'ai failli oublier, parce que sinon après on oublie les choses. Donc je vous le disais, ici, voilà, vous avez le câble reset, on parlera du câble de power à la fin. Le câble reset, celui-là c'est pareil, vous pouvez le mettre, en fait vous avez la petite partie, où, enfin l'endroit, donc les deux pins qui vont venir se caler à l'intérieur, vous en foutez. Vous pouvez le mettre dans un sens ou dans l'autre, il n'y a pas de problème. Par contre, le power, si vous tournez, donc là où vous avez l'écriture PWR, là, si vous le tournez, à l'arrière, vous avez une petite flèche comme ça, si vous regardez. Une petite flèche. Cette petite flèche, sachez que c'est celle qui va aller sur le plus. Et sur la carte mère, il y a écrit PWR, là, plus et moins. Donc vous faites en sorte que la petite flèche ici va sur le plus de votre carte mère. Et là, normalement, il n'y a plus aucun problème. Donc ces câbles-là, les copains, pour y revenir donc un petit peu à tout ce qui est câblage et tout, vous faites en sorte de les faire passer donc par le meilleur chemin, selon le boîtier que vous avez pris, bien sûr, hein, ça dépendra de plein de choses, mais en général, dans le boîtier que moi j'ai utilisé, je vais les faire passer donc à l'arrière, hein, ils sont à l'arrière et ils vont venir passer par là. Ils sortent par là, ils sont branchés ici. Pareil pour le câble HD Audio AFPP, là, que je vous ai dit, qui va venir sortir par là pour se brancher ici. Et puis, c'est tout. Le reste va venir se brancher là pour le câble USB type C potentiellement et l'USB classique. Normalement, vous n'en avez pas plus. Potentiellement, vous avez d'autres câbles, mais ils vont venir se mettre en SATA. Voilà, ça c'est pour le contrôle, etc., pour l'alimentation. On enchaîne avec la partie numéro 7, sachant que la partie numéro 6 a été englobée directement dans la partie numéro 5. Ouais, non, mais de toute façon, comme je vous l'ai dit, vous avez le time en dessous. La partie numéro 7, c'est simple, c'est très simple. Vous avez fait votre petit truc, vous avez passé vos câbles, etc. Donc, vous avez préparé le terrain pour votre carte mère. Vous allez venir caler votre carte mère. Alors, selon le boîtier, en général, il y a de plus en plus de boîtiers qui le font. Il y a pareil, un détrempeur, une sorte de petit... Alors, sur les boîtiers, vous avez des écrous, hein, qu'on appelle des entretoises, qui vont venir surélever votre carte mère. Sur certains boîtiers, sur tous les boîtiers, il y en a, mais sur certains boîtiers, à la place d'une entretoise, il y a un détrempeur, un petit bout de métal qui sort, et en fait, celui-là va venir se caler sur le trou central de la carte mère. À partir du moment où vous avez fait en sorte de caler le trou central de la carte mère sur le détrempeur, vous savez que tous les autres trous sont posés sur des entretoises. Il n'y a pas besoin de bouger votre carte mère, de l'ajuster ou autre. Vous allez juste venir la visser pour la fixer totalement, tout simplement. Petit détail à préciser, ça dépendra de la carte mère que vous avez pris. Moi, en l'occurrence, je n'en ai pas besoin parce qu'on a une grosse VRM et on a la backplate derrière déjà incrustée à la carte mère. Mais si vous prenez une carte mère gamme un peu en dessous, voilà, on a tendance, moi en tout cas c'est ce qui m'arrive, on a tendance à oublier de mettre la backplate. Donc pensez bien à mettre la backplate au niveau de tout ce qui est port USB, les conneries comme ça, donc sur le côté de la carte mère, et après venir la caler à l'intérieur, sinon ça fait un peu moche. Voilà, donc ça c'est un petit détail, n'oubliez pas de faire ça. Vous avez donc posé votre carte mère, vous allez venir brancher tranquillement vos câbles du processeur au-dessus, le câble d'alimentation de la carte mère elle-même, celui de l'USB relié au boîtier façade, celui de l'USB type C si vous avez un USB type C sur votre boîtier et que votre carte mère est compatible, tout ce qui est HD audio, power, tout ce que je vous ai dit un petit peu juste avant, vous branchez le tout et là vous avez super déjà bien avancé. Franchement, il ne vous reste plus grand chose avant d'arriver à la fin. On va enchaîner avec la partie numéro 8. La partie numéro 8, elle va correspondre à potentiellement la gestion de tout ce qui est refroidissement dans le boîtier, hormis le water cooling. Vous allez préparer le terrain. Ça veut dire, là, je vais vous donner aussi pareil des détails sur certains points qui vont être, selon moi, très importants. Comme je vous ai dit encore une fois depuis, par rapport au début, ça va dépendre du water cooling que vous avez pris, ça va dépendre du type de refroidissement que vous avez pris, ça va dépendre aussi des ventilos que vous avez pris. Si jamais vous avez pris un boîtier qui n'est pas équipé de ventilos, vous avez pris des ventilos à part. Tout ça dépendra de plein de choses, du constructeur, des technologies, etc., etc. Les différents cas de figure que vous allez rencontrer, c'est très simple. Je vous fais pareil, encore une fois, un dessin. Sur les cas de figure classiques, ça veut dire où vous avez pris des ventilateurs ou que vous avez des ventilateurs déjà, on va dire, équipés à l'intérieur. C'est en général le plus simple, c'est que les ventilateurs se branchent en série. Voilà. Vous avez des ventilos, il y en a plein qui le font et pour moi, c'est l'une de mes préférences. Hein. Vous avez deux câbles chacun, donc un pour le RGB, un pour l'alimentation pour faire tourner le ventilo. En général, le RGB de celui-là vient se brancher à celui-là, celui-là vient se brancher à celui-là et celui-là vient se brancher à RGB de la carte mère. Pareil pour l'alimentation des ventilos, celui-là se branche à celui-là se branche à celui-là et celui-là, enfin à l'inverse, quoi, vous avez compris, vient se brancher sur un CH-fan, CH-A-fan sur la carte mère. Parfois, c'est pas le cas. Parfois, ils vont tous être alimentés par un boîtier de contrôle qui est fourni par la marque ou par le boîtier si jamais vous avez pris un boîtier avec des ventilateurs déjà fournis, un peu comme le 5000D, là, ici en l'occurrence. Et ben voilà, si vous avez le nombre de ventilos nécessaires par rapport aux emplacements, vous n'avez aucun problème. Vous avez juste à les brancher et tout va très bien. Par contre, parfois, si vous ajoutez d'autres ventilos, en plus de ceux que vous avez déjà dans le boîtier, parce que vous avez un water cooling, etc., vous allez être confronté à potentiellement des manques d'emplacement, de place, de branchement. Donc là, c'est ça où en fait, il faudrait bien calculer avant d'acheter votre config, faire attention à ce que vous ayez le nombre de connectiques nécessaires. Mais de toute façon, en général,
quand c'est le cas, en général, quand c'est le cas, les marques fournissent toujours un boîtier de contrôle. Voilà. En tout cas, Corsair le fait, par exemple, avec le water cooling. Avec le water cooling, on a un Commander Core XT, je crois, Pro, qui nous permet de brancher 6 ventilateurs en termes d'alimentation et 6 ventilateurs pour le RGB, en gros, c'est ça. Donc on a 6 emplacements de chaque côté, et ça c'est très intéressant. Et c'est pareil, hein, donc par rapport au water cooling, justement, en parlant, ça dépendra du water cooling que vous avez pris. Certains water cooling que j'ai pu tester ont des ventilos qui vont venir se caler sur le radiateur et qui vont se brancher en série entre eux, voilà, et à la fin on a 2 câbles, un pour le RGB et un pour le fan, et même des fois, il y a des water cooling qui sont très très bien pensés, vous avez la pompe, ici, il y a du RGB aussi, et bien vous pouvez aussi le relier à ceux de ventilateurs et le brancher donc sur une seule place de la carte mère. Ça, c'est très très intéressant. Donc vous avez toujours, hein, de toute façon, un CH fan sur un water cooling pour venir le mettre sur le CPU fan, et vous avez donc le petit, si vous avez du RGB, la petite prise RGB à brancher. Voilà, donc en gros, pour finir sur ce point assez important, ça dépendra de vos ventilos. Hein. Vous faites en sorte de comprendre. Encore une fois, si c'est pas clair, vous regardez dans la notice et vous avez toutes les informations. Bah, je vous parle du water cooling, du refroidissement, hein, parce que les ventilos classiques, vous avez vite compris que ça se branche en série ou s'ils sont sur un boîtier de contrôle. Maintenant, on va enchaîner directement, hein, parce que ça correspond clairement presque à la phase numéro 9, ce que je vous ai expliqué ici, c'est comment poser votre water cooling sur votre carte mère. En général, dans la boîte du water cooling lui-même, il vous précise, quand c'est bien fait, justement, vous avez des sachets, donc voilà, qui répertorient les types de visseries, etc., de support, quand vous avez un Intel et quand vous avez un AMD. Faites bien attention que le water cooling que vous avez pris ou le ventirad, ce qui est en général le cas maintenant, hein, voilà, soit compatible avec, par exemple, les AM5. Il y a encore certains ventirad et certains water cooling comme les Kraken, par exemple, de chez NZXT, qui nécessitent un kit upgrade, par exemple, pour les brancher avec les LGA 1700. Ça, c'est chiant. Pour AMD, AM5, c'est pareil. Certains water cooling, certains ventirad vont pas être compatibles avec la version AM5, donc pensez bien à vérifier ça avant. Et là, pour le coup, vous êtes donc dans la situation où vous allez poser votre water cooling. Vous allez le faire en plusieurs étapes. Vous allez commencer déjà par visser les ventilateurs sur le radiateur. Hein. Faites bien attention à les mettre dans le bon sens. Hein. Moi, justement, tout à l'heure, comme un loser, j'en ai mis un dans le bon sens et 2 autres, je les ai retournés dans le mauvais sens. Alors, je sais pas comment j'ai fait pour ne pas le voir. Je m'en suis rendu compte qu'à un moment donné, en fait, où j'ai assez bien avancé, j'ai dû démonter le water cooling, enfin, en tout cas, le radiateur pour les mettre dans le bon sens. Catastrophique. En tout cas, faites bien attention à ça. Pensez à faire en sorte aussi à imaginer dès le début comment vous allez orienter vos câbles vers l'arrière pour pas vous gourer, pour pas vous retrouver avec les câbles en façade, hein, donc en gros qui pendouillent vers la vitre, et aussi à essayer d'optimiser la longueur de câble. Donc faites en sorte d'imaginer dès le début comment vous allez caler vos ventilos pour que les câbles soient le plus long possible si jamais vous avez besoin de les tirer à l'arrière du boîtier pour les brancher quelque part, etc. Là, on ne va pas donner plus de détails que ça sur l'installation du water cooling parce que, mis à part l'installation de la pâte thermique, alors pâte thermique, quand on parle de pâte thermique, moi, j'ai pas tendance à me prendre la tête. Il y en a qui vont vous dire de faire une croix, d'autres qui vont vous dire de faire un rond, d'autres qui vont dire de faire un triangle. Chacun fait comme il veut. Moi, je mets une petite noisette au centre, je l'étale avec un truc assez plat, on peut le faire avec une carte, etc. Et vous l'étalez plus ou moins un peu partout sur le processeur, hein, sans forcément dépasser et déborder. Vous mettez juste une noisette, pas besoin d'en mettre énormément, vaut mieux en mettre moins et se rendre compte que d'en mettre beaucoup et que ça commence à dégouliner, clairement. Et du coup, comme je vous l'ai dit, là, au niveau donc de l'installation de votre water cooling, ça va dépendre donc de la notice. Hein. Ici, on est sur un Corsair, ça a été assez simple. Hein. On vient caler donc, un truc à l'arrière, visser certaines vis, hein, donc pour le LGA 1700, et venir caler le bloc donc de la pompe juste au-dessus. Et franchement, celui-là, il a été assez simple à installer. Franchement, il n'y a rien à dire dessus, ça c'est clair. Petit détail aussi que j'aimerais vous donner lorsque vous allez brancher tout ça, hein, donc votre water cooling, etc. Donc faites bien la liste des choses que vous allez avoir besoin à brancher. Par exemple, certains water cooling vont se brancher sur une prise USB sur la carte mère. Alors je vous montre ça. Hop, vous avez votre carte mère ici, et vous avez des prises USB sur la carte mère. Hop là, elles sont souvent ici en bas de la carte mère. Parfois vous en avez 3, parfois vous en avez 2, parfois vous en avez qu'une. Ça dépendra de la carte mère. Donc voilà, plus vous montez en gamme, plus vous avez, comme on l'a déjà dit dans la vidéo carte mère, plus vous montez dans le chipset, et plus vous avez des possibilités de connectique à l'intérieur de votre carte mère. Donc parfois, vous allez opter pour un water cooling, et puis vous allez opter pour un boîtier de contrôle de tous les ventilos, et puis etc., etc. Et tout ça, en général, va venir s'alimenter par l'USB. En général. Pareil pour le water cooling et la pompe elle-même, il y a certains water cooling avec leur pompe qui vont venir s'alimenter avec l'USB, d'autres qui vont s'alimenter avec le SATA. Ça dépendra, mais pensez bien, au moment où vous faites votre config, ça c'est un petit tip, c'est une petite parenthèse, à potentiellement savoir dès le début combien d'emplacements USB vous avez sur votre carte mère et combien vous allez en avoir besoin. Quand c'est bien pensé comme chez Corsair, eh ben, le water cooling il vous file justement une petite
un duplicateur de USB. Donc vous branchez un seul USB, vous en avez deux ici. Je trouve ça très intéressant d'être fourni directement avec le water cooling parce qu'ils savent très bien que leur système, c'est-à-dire le water cooling lui-même, utilise un USB et le commandeur choristé, donc le boîtier de contrôle des ventilateurs en RGB et en ventilation aussi va venir se brancher en USB. Donc vous en avez un à brancher là et vous en faites directement deux. Ça, c'est très intéressant. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte parce que ça m'est déjà arrivé de partir dans des configs extraordinaires, etc. Je prends ci, je prends ça, je prends ce boîtier de contrôle et tout. Et je me retrouve en fait avec un nombre trop peu nombreux du coup de prises USB. Et ça fait chier. Je suis obligé d'acheter une multiprise USB sur Internet, attendre qu'elle vienne, etc. Donc ça, c'est un petit détail. Vraiment, faites-y attention dès le début. En tout cas, vérifiez que vous avez le nombre de connectiques nécessaires. 10e étape, les copains. 10e étape, je suis désolé, hein, je sais que les étapes ont été aléatoires. Hein, je vous ai même pas mentionné à chaque fois les étapes, etc. Mais en tout cas, je vous les ai cut. Vous avez les passages à chaque fois, donc vous n'avez plus qu'à avancer selon ce qui vous intéresse. 10e étape, c'est l'installation du GPU. Voilà, l'installation du GPU, c'est le truc le plus simple à faire. Il n'y a rien à craindre en général, hein, il n'y a rien à craindre. Ce que vous avez à faire, c'est juste sortir votre carte graphique de sa boîte, venir créer une simulation d'installation pour savoir exactement ce que vous allez enlever sur l'arrière du boîtier pour qu'elle puisse rentrer, on va dire. Et vous avez un cache que vous allez pouvoir dévisser. Donc, chaque partie de chaque cache, vous allez pouvoir l'enlever selon l'épaisseur et la largeur, enfin l'épaisseur surtout, de votre carte graphique. Donc voilà, faites attention à ne pas faire d'erreur parce qu'en général, ça fait chier en fait de devoir remettre un cache parce que vous avez enlevé le mauvais. Donc, faites une petite simulation, vous la posez, vous voyez plus ou moins lesquels il faut enlever, vous les enlevez. Vous venez clipser votre carte graphique sur le port en question, donc le premier qui est tout en haut, qui est le plus proche du processeur. Et puis voilà, et il ne vous reste plus qu'à brancher les câbles d'alimentation que vous avez fait passer au préalable, comme tous les autres câbles, hein, vous avez préparé votre boîtier, à la carte graphique. Et puis, c'est tout les copains, c'est juste ça. Et après, il vous reste quoi à faire? À vous de me le dire. Appuyez sur le bouton de démarrage, après avoir bien sûr allumé l'alimentation derrière. Eh oui, parce que ça, des fois, ça fout un coup de panique, frérot. Hop, tu fais quoi? Tu finis de brancher, tu fais ça, ça marche pas. T'es comme ça, tu commences à avoir des malaises, tu vois, tu transpires et tout, après tu dis, attends, et si j'allumais l'alimentation? Donc tu allumes l'alimentation, voire même tu branches le câble, et après tu allumes, et normalement, si vous avez bien suivi le truc en détail, vous n'avez aucun risque. Comme je vous ai dit, avant de conclure, les seuls risques qui font que ça ne va pas démarrer, potentiellement, c'est que vous n'avez pas branché les bons câbles contrôle du boîtier pour pouvoir allumer, etc., tout en bas, donc les Power LED+, Power LED-, patati, patata. Ça peut faire en sorte à ce que ça ne démarre pas. Vous avez, par exemple, je sais pas moi, en fait, il n'y a que ça, en fait. Ouais, franchement, il n'y a que ça. Moi, actuellement, c'est le seul problème qui fait que mon PC ne puisse pas démarrer potentiellement. Parce qu'en général, ça démarre et les problèmes que vous pouvez rencontrer après, donc si vous avez bien branché les petits câbles là que je vous ai dit, les seuls problèmes que vous pouvez rencontrer, c'est que y a un ventilo, par exemple, qui tourne mal, enfin qui tourne pas et qui est allumé en RGB, ou alors il y en a un qui tourne et qui n'est pas allumé en RGB. C'est que vous avez, par exemple, mal enclenché les ventilateurs entre eux, ou enfin, ça dépendra, comme je vous ai dit encore une fois, du constructeur et du type de ventilo, marque, etc., ce que vous avez pris. Mais voilà, en général, quand vous avez bien fait ça, il n'y a zéro risque. Voilà les amis, et écoutez, j'espère que vous avez quand même apprécié cette vidéo très particulière pour moi, hein, voilà, je l'ai fait différemment de ce qu'on peut retrouver habituellement sur internet, j'ai préféré, je vous ai illustré un petit peu les moments importants pour que vous ayez une image hein, lors de votre montage de votre config, et je vous ai fait pas mal de dessins parce que pour moi c'est plus concret, pour moi c'est plus concret, parce que comme je vous ai dit encore une fois, vous allez prendre une carte mère qui n'est pas forcément la même que la mienne, ou des ventilos qui ne sont pas les mêmes que les miens, ou voilà, un boîtier de contrôle, non, pas de boîtier de contrôle, un water cooling qui se branche en SATA, d'autres qui se branchent en USB. Donc, ça dépendra tout ça, c'est pour ça que je vous ai fait un maximum de dessins pour que vous ayez un peu le plus de détails possible sans avoir tout le reste hein, de la carte mère, tous les trucs, toutes les soudures, etc. qui font paniquer tout le monde. Voilà. Donc les copains, j'espère encore une fois que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous avez des blagues ou des petits trucs comme d'habitude que vous envoyez, n'hésitez pas à les envoyer, je les lis avec plaisir. Et on se retrouve après la semaine du ski. Là, je vais y aller au ski. Donc, pas sûr qu'il y ait de vidéo bon plan ce dimanche, hein, parce que samedi, je serai déjà sur place. À voir si j'ai le temps de préparer une vidéo du mercredi. Si ce n'est pas le cas, on se retrouve dimanche prochain, justement pour la vidéo bon plan et pour l'annonce du premier live. Vous vous rappelez? J'ai pas oublié, moi, perso. Voilà. Allez, bisous. Merde. Putain, j'étais pas sur le bouton.